Allez, la suite de ce grand débat avec nos trois débatteurs, nos trois plumes, Priscilla de Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie, Steven Simpson, écrivain américain d'expression française, et Jean Sévillia, journaliste au Figaro. C'était dans l'air du temps depuis quelques semaines et le week-end dernier, dans une tribune, le Premier ministre Gabriel Attal a dévoilé les contours de la réforme de l'assurance chômage. Réduction à 15 mois de la durée d'indemnisation. Il faudra aussi avoir travaillé plus longtemps avant de prétendre à une indemnisation. Alors tout ça pour des économies estimées à 3,6 milliards, créer 90 000 emplois. Qu'en pensez-vous les uns les autres? Tiens, Steven Thompson pour commencer. Mais qu'est-ce que représente 3 milliards, 6 par rapport au déficit actuel? On a l'impression que c'est des petites mesures. J'ai lu ce matin que Standard & Poor's va décider aujourd'hui, à la clôture des marchés, si on va dégrader encore la note de la France, si le fonds, ça va coûter encore plus à la France pour leurs emprunts, qui va encore augmenter le déficit. Et déjà, on a l'impression que la France bénéficie d'un régime favorable parce que par rapport à d'autres pays qui sont, je pense que c'est double A ou A, la notation de la France. C'est A+, je crois. Et la France est nettement inférieure. C'est plutôt au niveau de l'Espagne, les déficits en France, alors que l'Espagne a une notation inférieure. Donc, on a une situation grave et c'est pas vraiment on parle d'autre chose, comme l'euthanasie, par exemple, ou comme l'Ukraine, ou cette réforme que j'ai l'impression que les économies sont plutôt minable, peut-être le terme est trop fort, mais minable pour le déficit. On est à 113, 112% du PIB. L'Irlande, c'est à 44%. Même l'Espagne, c'est à 108%. Donc, qu'est-ce que ça représente, 3,6 millions Jean Sévillia. Alors, bon, je ne suis pas technicien de ce genre de mesures. Alors, sur le plan technique, j'aurais du mal à me prononcer. Je suis bien d'accord, évidemment, que ce sont à chaque fois, on va gagner quelques milliards qui sont un saupoudrage par rapport à l'ampleur du déficit dans lequel on est, d'autant que par ailleurs, on délivre des chèques en permanence, enfin, le gouvernement, enfin, surtout à l'approche des élections. Voilà. Bon. Globalement, moi, mon approche, c'est quand même qu'il y a eu un recul dans la société française. Je pense que c'était un effet néfaste des 35 heures de la valeur travail. C'est-à-dire que les gens sont un peu habitués. Alors, c'est pas un discours libéral, parce que je suis pas libéral en économie, mais c'est un discours, je dirais, un discours d'État, un discours de raison. Je veux dire, la vieille sagesse des siècles apprenait que le travail est une valeur fondamentale et les richesses, les biens ne tombent pas du ciel. Il faut y mettre de la sueur et de l'huile de coude. Voilà. Et donc, on était, depuis 30 ans, 40 ans, moi quand j'avais 20 ou 30 ans, les gens qui étaient au chômage, il y avait un moment où ils étaient quasiment indemnisés avec la totalité de leur salaire. Si vous voulez. On avait un résultat où les gens gagnaient autant d'argent à ne rien faire qu'à travailler. Voilà. Donc, il y a eu globalement, depuis 30 ans, et c'était accéléré, à mon avis, par les 35 heures, un recul de l'idée qu'il n'y a pas de mystère. Enfin, une nation qui se porte bien économiquement, c'est qu'elle doit travailler. Et si la production a reculé en France, il y a tout un tas de raisons plus complexes, je suis d'accord. Mais c'est aussi parce que les gens sont habitués à l'idée, voilà, on a tous des vacances. Si on va dans n'importe quel autre pays, en Europe ou aux États-Unis, enfin, le nombre de jours où les Français ne travaillent pas par rapport au nombre de jours où les autres peuples travaillent est quand même sidérant. Alors, on me dira, le rapport entre le travail et la production, enfin, la productivité française est une des plus hautes. Oui, voilà. Maintenant, il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'il y a une question psychologique. Voilà. Nous sommes devenus une société de loisirs. Je veux dire, on a abandonné notre industrie, on a abandonné... donc, il y a une part psychologique. Donc, moi, personnellement, ce à quoi je suis sensible, c'est tout ce qui va dans le sens de la revalorisation de la notion de travail. C'est en travaillant qu'on s'enrichit. Voilà. On produit de la richesse en s'enrichissant, voilà, on crée de la richesse, en travaillant. Et le travail, il profite à tout le monde, voilà, parce que la richesse, elle profite à tout le monde, non pas au sens classique de l'argent. Enfin, c'est pas parce que les riches deviennent plus riches que les pauvres en profiter. Quand même, si il y a une sorte de régression qui est liée à cela, à mon sens. Voilà. Donc, pour ce que j'en sais de cette mesure, elle va un peu dans ce sens-là. Maintenant, ça ne va pas résoudre globalement le problème de la société française. Priscilla de Selve, vous n'avez pas encore entendu? Alors, le travail est une valeur, mais nous ne sommes pas tous égaux devant le travail et surtout devant l'accès au travail. C'est que, il est bien évident que quand vous êtes sans diplôme, il est bien plus compliqué d'accéder à un emploi salarié que quand vous êtes diplômé. Et on sait bien que
en France comme partout ailleurs, on est avec des chances qui ne sont pas équivalentes. Donc tout le job d'un gouvernement, c'est d'essayer d'aplanir ces iniquités pour que tous puissent accéder à une éducation, à une formation qui lui puisse permettre d'accéder au travail. Moi, au-delà du fait que le travail est important et que tous doivent pouvoir y accéder, ce qui me frappe dans ces nouvelles mesures qui est là, j'ai essayé de compter parce qu'en fait, j'arrive pas à savoir si c'est la 3e, la 4e, la 5e depuis 2017. Donc ça fait plusieurs fois que le gouvernement remet sur l'ouvrage, enfin son ouvrage sur le plan de travail, on va dire ça comme ça. Et ce qui me frappe, en fait, c'est que aucune des lois, aucune des mesures qui ont été mises en place depuis 2017 n'a été évaluée. On n'a jamais pris le temps d'évaluer chacune des mesures qui ont été mises en place par les divers Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est encore pas. Enfin, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la question des soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on met en place une loi, on lui donne plus ou moins les moyens financiers. Et puis, mais on attend, et au bout de certains temps, on se dit « Oh, ça ne fonctionne pas ». Donc, tout de suite, on va remettre un coup, on va resserrer les boulons. En fait, on n'attend pas que les lois prennent leurs effets. Et ça, c'est frappant pour la loi sur l'assurance chômage. Il y a eu juste un rapport d'étape qui a été publié en février dernier. Le comité d'évaluation de la réforme de 2019 a sorti un rapport où il disait que les mesures de durcissement qui avaient été mises en place par le gouvernement avaient entraîné une baisse significative du nombre d'ouvertures des droits. C'est-à-dire que moins de personnes ont pu avoir accès au chômage, qui a été impacté par les jeunes et les précaires. Je ne suis pas sûre qu'un pays comme la France s'enorgueillit de mettre à mal des populations déjà fragiles que sont les jeunes, parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas d'expérience professionnelle, donc c'est plus compliqué de rentrer sur le marché de l'emploi, et les précaires, parce qu'on est là aussi, parce que nous sommes une démocratie, nous sommes une démocratie sociale, nous sommes une démocratie profondément travaillée par les valeurs chrétiennes notamment, même si aujourd'hui on s'en souvient plus, mais on a une attention, on devrait avoir une attention particulière à ces précaires. Et aujourd'hui, ce que préconise Gabriel Attal, qui rentrera en juillet. En juillet, je crois que le décret, c'est le 1er juillet pour une mise en place. Le 1er décembre. Oui, mais pour la mise en place. La mise en place, oui. Le décret, c'est 1er juillet pour une mise en place en décembre. Déjà, moi, ce qui frappe, c'est que en France, l'assurance chômage est gérée de façon paritaire, entre patronat et syndicats. Et bien là, le gouvernement a pris la main et on n'entend plus les syndicats discuter. On les a entendus quand Gabriel Attal, au début d'année, a commencé à dire oui, on va durcir à nouveau, parce on avait déjà diminué la durée d'indemnisation à 18 mois. Maintenant, c'est 15 mois. Il y a une mesure qui me touche particulièrement, c'est que jusque-là, ces mesures ne s'appliquaient pas aux chômeurs de plus de 53 ans, puisqu'on entrait dans la catégorie dite des seniors. Il se trouve que c'est mon âge, donc moi, je me sens senior d'un coup. Et là, on va élever encore cette barrière. C'est-à-dire que les gens qui auront 54 ou 50 ans, je ne sais pas exactement l'âge, ne seront pas indemnisés sur la même durée, la même longueur. Or, on sait très bien que retrouver un emploi à 53, 54, 55 ans, c'est particulièrement compliqué. Que l'emploi des seniors en France, si il a fait des progrès, si on a réussi à remettre plus de gens un peu âgés je me mets dans le lot, au travail, c'est pas encore gagné. Où est-ce qu'on va en mettant à nouveau en difficulté ces populations qu'on sait fragiles? Écoutez, oui, moi je ne suis pas entièrement d'accord sur un point, c'est que vous dites que les métiers les gens moins formés ont plus de mal à trouver du travail, mais encore faut-il qu'ils veuillent trouver du travail. Enfin, je suis comme très frappé si on discute avec des artisans, si on a un peu un pied à la campagne, ce qui est mon cas, je veux dire, ils cherchent à recruter des jeunes, mais on leur présente un plan comme quoi il faut travailler souvent à partir de 7 heures du matin, ne pas compter son temps, éventuellement bosser le week-end, et personne n'a envie. Vous parlez avec des cadres, les premières questions que posent les jeunes, c'est j'aurai droit à quoi? Les vacances, les tickets restaurants, etc. Je veux dire, il y a un recul considérable dans l'agriculture. Enfin, moi, j'ai aussi pas mal d'amis agriculteurs. Je veux dire, ils ont énormément de mal à trouver de la main-d'œuvre, et de la main-d'œuvre peu qualifiée. Si vous voulez ramasser des pommes de terre, pardon de prendre cette image bête, mais ça n'exige aucune qualification. Or, les gens n'ont pas envie de le faire. Et d'ailleurs,
c'est les mêmes gens souvent qui se plaignent du taux d'immigrés en France mais qui sont très contents que les immigrés soient là pour faire ce genre de travaux sans qualification. Donc il y a une sorte de contradiction. Et je pense qu'on a imprimé profondément dans l'esprit des Français, et je ne sais pas comment il faudrait faire pour le sortir, l'idée que le travail c'est fatigant. Non, c'est pas que fatigant. Je ne serais pas aussi catégorique, pardon, hein, d'abord, parce qu'effectivement, il y a je ne sais plus combien, plus de 100 000 emplois qui ne sont pas pourvus en France. Il y a un nombre assez important d'emplois qui sont non pourvus, notamment dans ces secteurs comme la restauration. Et alors, c'est une question, vous parliez des artisans, c'est aussi une question de formation. C'est-à-dire qu'il y a une inadéquation entre les formations, les études supérieures et le marché du travail. Ça, c'est une chose. Et il y a aussi le fait que, oui, aujourd'hui, les gens ne veulent plus travailler avec n'importe quel salaire et n'importe quelle amplitude horaire. On l'a vu notamment dans la restauration, à la sortie du Covid. Tout d'un coup, les restaurateurs n'ont plus trouvé de gens pour travailler dans leur restaurant. Mais pourquoi ? Parce que ça faisait longtemps que les salaires n'avaient pas été augmentés dans cette branche professionnelle-là. Ils ont des amplitudes horaires qui sont extrêmement importantes. On travaille le soir, on travaille le matin, on travaille le week-end. Et il y a des négociations qui ont été entamées entre syndicats et patronat, notamment dans la restauration, pour que les salaires puissent être augmentés enfin. Ça faisait des années qu'on attendait qu'ils soient augmentés. Oui, alors, en fait, ce que vous dites là, moi, ça me frappe. Moi, j'ai des enfants qui ont une vingtaine d'années qui sont en études supérieures. C'est pas tellement que les jeunes ne veulent pas travailler comme nous, on a pu travailler. Moi, j'ai une fille qui est en études de médecine. Les médecins, aujourd'hui, ont du mal à retrouver des remplaçants, notamment en province. On parle de déserts médicaux parce qu'effectivement, eux, ils bossaient de 7 h du matin à 22 h, quasiment tous les jours. Les gens avaient leur portable. Donc, on appelait le médecin le samedi et le dimanche. Mais c'est pas une vie non plus. Hein. Personne ne peut souhaiter... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie de bosser je pense être suffisamment travailleuse. Je n'ai pas envie de bosser de 7 h du matin jusqu'à 23 h tous les jours. J'ai aussi envie d'avoir une vie privée et m'occuper de mes enfants. C'est légitime de vouloir du temps à soi et de ne pas travailler comme un âne. Voilà. C'est pour ça que ce soit une préoccupation des générations montantes, ce respect, cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, je trouve ça assez salutaire parce qu'ils ont vu leurs parents et leurs grands-parents trimer comme des brutes sans nécessairement... et être jetés de boîte après 30 ou 40 ans de carrière sans considération aucune. C'est ça aussi qu'ils ont observé. Hein. J'entends les deux arguments, mais je suis plutôt de côté des gens. Je pense qu'il y a une révolution dans l'attitude vis-à-vis du travail, surtout depuis le Covid. J'ai un ami, c'est notre domaine, c'est pas l'agriculture, mais j'ai un ami qui est financier à Paris ou dans le conseil il m'explique que depuis le Covid, lorsqu'il y a les entretiens d'embauche, la première question qu'ils posent les candidats, ou les deux premières questions, c'est quelle est l'empreinte carbone de votre cabinet et puis combien de jours de présentiel par semaine. Donc, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave ? Moi, j'aime bien la question votre empreinte carbone. Je trouve ça extraordinaire. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire on est moins assoiffé de trouver un poste de travail. Et de même, moi, j'ai un fils qui a 26 ans aussi, et j'entends lui et sa copine, il y a une sorte d'attitude anti-travail, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de travailler ? Pourquoi on doit travailler ? Est-ce que c'est une valeur en soi ? Ils étaient portés sur les candidats socialistes il y a quelques années. C'est intéressant comme questionnement. Oui. Parce que Jean, très justement, parlait de la valeur centrale du travail. Le travail aussi, la vision chrétienne du travail est une place centrale. Le travail est là pour permettre à l'homme de s'épanouir aussi. Ça, c'est important. Oui. Mais c'est intéressant d'interroger la valeur travail. Moi, je trouve ça... Je suis d'accord. Plutôt futé de jeunes. C'est intéressant, mais finalement, si on se pose trop de questions, on agit un peu moins. Oui, enfin, ils devront travailler comme nous, ils devront se nourrir aussi comme nous. Ils sont pas... Et puis, enfin, les générations, nos parents, enfin, moi, je suis un peu plus âgé que vous, mais enfin, je veux dire, les gens ont travaillé comme des brutes, oui et non. Enfin, je veux dire, la génération des 30 glorieuses a fait aussi que... non, mais a travaillé justement, beaucoup. Elle a découvert les congés payés, elle a découvert tout ça. Hein. Oui, tout à fait. Mais enfin, elle a travaillé beaucoup, mais elle a aussi fait un pays prospère. Enfin, bien sûr. Pourquoi s'il y a cette nostalgie, enfin, on a parlé des années Pompidou, on a parlé récemment, mais c'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un genre de balancier entre nous, ces générations qui ont beaucoup travaillé, et aujourd'hui ces jeunes qui veulent moins travailler? Je sais pas, je me dis que ça va moi, j'aimerais bien que le balancier revienne de l'autre sens. Moi, j'aimerais bien qu'il soit au milieu, en fait. Souvent, j'aimerais bien qu'il soit au milieu.
Allez, on passe à peut-être le dernier thème de ce grand débat. Notre-Dame qui a retrouvé la semaine dernière sa croix de chevet tombée lors de l'incendie du 15 avril 2019. La croix de 12 mètres de haut, restaurée, a été réinstallée donc le 24 mai sur les hauteurs de Notre-Dame de Paris après avoir été bénie par le recteur de la cathédrale. Voilà qui est fort en symbole. Priscilla de Selve. Si vous me redonnez la parole, Alors, c'est très particulier pour moi, Notre-Dame, parce que moi, quand elle a brûlé, je travaillais au diocèse de Paris, je m'occupais de leur journal Paris Notre-Dame. Donc, en fait, moi, je suis sortie de mes bureaux qui sont au pied de Notre-Dame, et je l'ai vue brûler. J'étais pas, je suis parisienne depuis un nombre d'années assez important. Je n'étais pas spécialement fan. Enfin, j'avais pas mis souvent les pieds à Notre-Dame. Là, il se trouvait que depuis 5 ans, je travaillais à son chevet tous les jours. Je voyais ses vitraux, sa façade qui était assez crasseuse. Je voyais tous les travaux qui étaient à faire, ces pierres qui tombaient régulièrement. Notre-Dame était dans un état absolument épouvantable. Et puis, elle était en travaux et elle a brûlé. Moi, cette résurrection de cette vieille dame qui marque le visage de Paris, elle m'épate, elle m'émeut, elle est magnifique. Et ce que je trouve particulièrement remarquable, c'est l'amour, l'émulation, la communauté d'énergie, de projet que cette cathédrale a fédéré. C'est que ceux qui connaissent Notre-Dame et qui connaissent, vous seriez épatés par les gens qui y bossent, les gens qui y travaillent, l'amour qu'ils ont pour cette cathédrale. L'architecte en chef des monuments historiques qui travaille sur cette cathédrale depuis le début, qui était là pour les travaux avant qu'elle ne brûle, il s'est fait tatouer la flèche de Notre-Dame sur le bras. Non, mais c'est extraordinaire. Et quand vous écoutez les ouvriers, les tailleurs de pierre qui vous parlent de cette dame, c'est de l'amour qu'on entend dans leurs mots. C'est de l'amour. C'est que les gens, ceux qui travaillent, ceux qui la côtoient tous les jours, l'aiment. Et elle est aujourd'hui, elle est magnifique. Moi, je vois cette flèche, je suis passée à côté il n'y a pas longtemps, je vois cette flèche qui émerge des échafaudages, ça m'émeut profondément. Je l'ai vue, cette flèche, s'effondrer dans ce trou-là, bouffé par les flammes. Cette croix, tout est extraordinaire dans cette histoire, parce que cette croix, elle était tombée, on avait pu la récupérer. C'est comme le coq qui est aujourd'hui au niveau de la flèche. Philippe Neuve, il avait récupéré le coq. Le vieux, c'est plus le même. Ils ont changé le coq, mais... Voilà, moi, c'est tout cet amour qui autour de cette dame très âgée qu'on devrait avoir pour ceux qui souffrent aujourd'hui, qui sont en fin de vie, en phase terminale. Tout cet amour que génèrent des gens malades devrait se perpétuer. Il y a des choses, il y a des monuments, il y a des personnes qui génèrent un amour énorme et c'est ça qu'on devrait mettre à l'œuvre tous les jours, en fait. Jean Sévillia. Écoutez, personnellement, la situation politique internationale me désespère, la situation politique française me désespère. Alors j'ai une seule note d'espoir depuis quelques mois, c'est évidemment la résurrection de Notre-Dame. Alors c'est vrai que au moment de l'incendie, on a tous un peu ricané quand le président de la République a annoncé on va la reconstruire en 4 ans. Et là, on est bluffé parce qu'effectivement, ça s'est fait. Voilà. Ça, c'est vrai qu'on a tous eu tort de ricaner. Voilà. Donc c'est un émerveillement que je partage, évidemment, devant ce condensé d'excellence française. Enfin, c'est très frappant quand on voit tous ces... Il y a de multiples reportages qu'on a tous regardés, évidemment, quand on voit ces ouvriers qui sont tatoués de partout avec des boucles d'oreilles. Enfin, je veux dire, c'est la France d'en bas, mais la France d'en bas qui est en train de travailler à un monument qui nous mène vers le haut, quoi. C'est les spécialistes, ils sont extrêmement pointus dans leur domaine. Bien évidemment, mais j'ai parlé d'excellence, tout à fait. Et puis il y a une symbolique très très forte. Évidemment, nous, chrétiens, catholiques, ça nous touche très fort parce que c'est la cathédrale du diocèse, parce que c'est une plus vieille, plus ancienne cathédrale de France, parce qu'elle est liée à notre histoire nationale, en raison des événements qui s'y sont déroulés, mais parce que en fait, ça a révélé, l'incendie avait révélé quelque chose de très fort. On est à la fois un pays profondément déchristianisé et en même temps, il y a une forme de catholicisme ou de christianisme zombie, pour reprendre l'expression qu'avait employé Todd, je crois. Il y a Olivier Todd, il y a pas Olivier, je confonds les deux. Emmanuel, pardon, je confonds le père et le fils. Qui s'est manifesté là. L'émotion de l'incendie de Notre-Dame a traversé, elle allait bien au-delà des milieux chrétiens. Et en fait, c'est parce qu'en fait, les gens sentaient qu'il y avait, c'était pas simplement un édifice, c'est parce qu'ils sentaient qu'il y avait du sacré derrière, qu'il y avait notre histoire derrière. Donc voilà. Et donc on sent les mêmes attentions vers la
la résurrection de Notre-Dame. Voilà. Ce qu'on espère, c'est que ce sera les cérémonies qui vont commencer autour du 8 décembre. On espère qu'elles vont être dignes, que chacun sera resté à sa place, que le chef de l'État sera resté à la sienne. C'est quand même, de par la loi et de par l'histoire, c'est un édifice chrétien qui est d'abord un édifice de culte, qui a été qui est dévoué et donné au culte catholique, dédié au culte catholique. Et donc, c'est d'abord la résurrection d'une cathédrale, d'un lieu de culte qui est fondamental. Voilà. Pour moi, c'était un message d'espérance, cette renaissance. Et dans ce paysage qui est actuel, le nôtre, que je trouve très, très attristant, là, on a enfin un message d'espoir. Steven Thompson. Je suis d'accord. Moi, je ne suis pas allé sur le chantier. Ça donne envie, en fait. Je vais me précipiter. C'est ouvert. Les gens peuvent entrer ou c'est pas... Non, c'est compliqué parce qu'en plus, il y a tout un processus. Il faut se doucher, se changer. Non, c'est pas... On ne peut pas rentrer comme ça sur le chantier, mais déjà rien qu'aller voir, se mettre au pied. Oui. Mais non, quand je suis à Paris depuis 30 ans, mais même avant, j'adorais Notre-Dame. C'est vraiment un symbole de la vie, là. Magnifique. Donc, je me réjouis de cette renaissance, résurrection. Ouais, la cathédrale qui a maintenant retrouvé l'intégralité de ses voûtes. C'est une étape déterminante dans le chantier de reconstruction. Est-ce que c'est la plus symbolique, Priscilla de Sèvres ? La croix ? Ouais. Déjà que la flèche, c'était très symbolique. La flèche, non, mais il y a eu des tas d'étapes. Moi, Notre-Dame, c'est un miracle permanent. En fait, oui, elle a brûlé, mais il y a des choses, ceux qui ont pu pénétrer ou ceux qui ont pu, dans les premières heures après l'incendie, ont été témoins de... je parle de miracle, je sais bien ce que ça veut dire, je connais le poids de ce mot. Je me rappelle notamment de la Vierge qui est au pied de l'autel. Vous savez, cette Vierge, je ne sais plus quel est son nom, mais elle n'a pas été touchée. Quand la flèche s'est effondrée au milieu, l'autel de Jean Touret a été touché, abîmé. D'ailleurs, il est remplacé, mais cette Vierge que tout le monde connaît avec ce visage, elle n'a pas été touchée, elle est juste à côté de l'autel. Et il y avait juste, sur le pied de Jésus, un morceau de charbon qui venait du toit. C'est-à-dire que c'était comme un hommage au Christ. On avait posé ce morceau de charbon. Et ceux qui connaissent aussi Notre-Dame voient très bien cette croix qui a été mise en place par Lustiger au fond du chevet. Et quand on entrait dans Notre-Dame, les photos qu'on a tous vues, moi je ne suis pas rentrée à Notre-Dame après l'incendie, mais c'était cette croix lumineuse qui brillait au fond au milieu de cette ténèbre noire là. C'est ça Notre-Dame. C'est cette lumière dans les ténèbres. Et je suis d'accord avec Jean pour le coup sur tout me désespère dans ce monde, sauf ça, sauf l'homme quand il est au mieux de ce qu'il est et ce qu'il doit être. Et on est à un peu moins de 200 jours maintenant de la réouverture prévue le 8 décembre 2024. Je sens que les uns les autres, vous comptez les jours, là. Oui, voilà, on espère aussi... je ne veux pas gâcher par la polémique, mais voilà, j'espère que le mobilier va être à la hauteur parce que ce qu'on a vu en schéma, voilà... Le mobilier liturgique ne me convainc pas complètement, personnellement. Si vous vous rappelez de ce qu'était Notre-Dame avant l'incendie, c'était un édifice extrêmement sombre, très sale, en mauvais état... Le mobilier n'était pas extraordinaire à part... non, mais je parle du choix de l'hôtel, du choix du tabernacle. Quand Jean-Marie Lustiger a mis en place l'hôtel de Jean Touret, la croix et tout ça, il a été très critiqué. Tout geste un peu moderne est forcément critiqué. Est-ce que... Il faudra voir dans la durée. Steven Thompson. Il faut attendre de voir. Je suis un peu sceptique aussi, mais parfois je suis un peu... vieux con aussi, donc. Mais ça, c'est une question de goût aussi, ça se discute toujours. Oui. Il n'y a pas de valeur intrinsèque. Parce que sur le mobilier, qu'est-ce qui vous... Jean Sévillia? Moi, je n'ai vu que des photos, tout ce qui a été donné à la presse. Donc, le choix du tabernacle, moi, m'a pas paru... esthétiquement, je ne m'y retrouve pas, mais bon... j'ai pas envie de gâcher la fête par des propos de... Je suis très souvent vieux con, alors j'ai pas envie... j'ai pas envie d'en rajouter sur ce plan-là. Voilà. Vous l'avez vu, vous, le mobilier comme Jean, j'ai vu les photos et je connais... je sais que, par exemple, sur la couronne du Christ, c'est Sylvain Dubuisson, qui est un architecte que j'apprécie particulièrement, qui s'occupe de cette chasse en particulier. J'ai vu les chaises, j'ai pas vu... on verra bien. De toute façon, l'important, c'est qu'elle soit là. Mais c'est un miracle qu'elle soit là. Il faut remercier aussi ceux qui l'ont sauvée, les pompiers,
notamment, mais pas que, et les gens qui travaillent aujourd'hui sur le chantier, les architectes, toute cette mobilisation humaine autour de cette vieille dame, qui n'est pas une vieille conne, mais qui est une vieille dame. Oui, oui, mais enfin, elle est très jeune en même temps. Elle va être très jeune. Ce qui est très étonnant, c'est que ça va être on passe d'une cathédrale qui était en mauvais état à un chef-d'œuvre de technologie, quoi. Je veux dire, le système anti-incendie, etc. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, rendez-vous le 8 décembre 2024 pour cette réouverture tant attendue. Merci à tous les trois pour avoir participé à ce grand débat. Priscilla de Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie, Steven Simpson, écrivain américain d'expression française, et Jean Sévillia, journaliste au Figaro. Merci donc pour ce grand débat.